Je suis très heureux qu'advienne ce jour, qui à mes yeux est un des jours les plus importants qui puissent être du mandat que j'ai ici, puisque comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit très souvent, l'enseignement professionnel, je considère que c'est ma deuxième priorité, la première étant l'école primaire, la deuxième étant l'enseignement professionnel, parce qu'en effet se joue quelque chose de considérable pour la société française, dans l'intérêt de ses enfants, de ses élèves, dans l'intérêt du pays en tant que tel. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de tous celles et tous ceux qui nous permettent d'être là aujourd'hui, c'est-à-dire les acteurs de l'enseignement professionnel, ceux qui sont venus, les élus, je les remercie. Merci aux députés en particulier présentes. Merci évidemment aux deux auteurs du rapport, Céline Calvez et Régis Marcon, qui, comme vous le savez, j'y reviendrai, ont été à la base du travail que je vais vous présenter maintenant. Les services du ministère, j'en profite pour remercier notamment la DGESCO et Madame Vieillard, la sous-directrice en charge de ces questions, puisque ce que nous avons fait pour préparer ce travail, c'est aussi une méthode peut-être un peu nouvelle, qui a consisté à travailler avec une cellule projet rassemblant les différentes directions et différents acteurs de ce ministère, en interlocution avec les acteurs du sujet, pour déboucher sur cette réforme qui, évidemment, se passe en plusieurs temps. J'y reviendrai à la fin, le temps dans lequel nous nous situons. Il y a eu un temps de consultation grâce au rapport Calvez-Marcon. Il vient d'y avoir un temps de concertation et nous allons vers un nouveau temps de concrétisation. Alors, je tiens évidemment aussi à remercier les professeurs et les élèves qui sont venus nous présenter l'excellence de leur savoir-faire, avoir ainsi au cœur de ce ministère l'exposition de cette excellence des savoir-faire à la française est pour moi très important sur le plan de ce que cela signifie, parce que ce que nous voulons montrer, c'est justement le prestige, le caractère insérant de l'enseignement professionnel, et ceci y participe évidemment, et c'est à l'image de ce que nous allons faire tout au long des prochains mois et des prochaines années. Et donc, grâce à eux, grâce à ces personnes qui sont venues aujourd'hui, eh bien, nous avons fait ce que nous allons faire dans le futur, c'est-à-dire nous avons transformé le ministère en une sorte de campus professionnel éphémère, mais bien entendu, ce que nous voulons, c'est des campus professionnels non éphémères, et c'est évidemment au cœur de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Le lycée professionnel, c'est un levier de réussite pour les élèves, et c'est un grand atout pour l'avenir de notre pays. Nous le voyons au travers des élèves qui sont là aujourd'hui, c'est déjà le cas pour une partie d'entre eux, ça doit être le cas pour tous les élèves de l'enseignement professionnel et pour tous les futurs élèves de l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, il représente 655 000 élèves, c'est un tremplin vers une insertion dans la vie active, ou vers des poursuites d'études réussies, ou vers l'acquisition de compétences et de qualifications tout au long de la vie, et toutes ces choses à la fois. Nous entrons, nous le savons bien, dans un siècle et dans des siècles où la formation tout au long de la vie devient la réalité pour tous, et donc désormais, l'enseignement professionnel doit être vu de cette façon-là, non pas comme quelque chose qui ferme dans une destinée particulière, mais quelque chose qui ouvre vers une destinée choisie. C'est au cœur même de la pensée du président de la République, lorsqu'il dit « libérer, protéger », lorsqu'il parle d'émancipation, lorsqu'il parle de mobilité personnelle. Eh bien, nous sommes au cœur de cet enjeu, puisque ce que nous voulons faire, c'est donner à chacun les outils de sa liberté, les outils de ses choix. Et si on a été bien formé, si on va vers un métier qui a de l'avenir, si on se prépare à se former tout au long de la vie, eh bien, évidemment, on va dans le sens de cette émancipation. Et donc, dans le cadre de la réforme sur l'enseignement professionnel, j'ai évidemment souhaité engager la transformation du lycée professionnel pour le positionner à la pointe de l'offre de formation de notre pays, en complément de la réforme du baccalauréat général et technologique que je vous ai déjà présentée. Le dynamisme économique de notre pays est aussi en jeu, parce qu'il dépend de notre capacité à former d'excellents professionnels reconnus internationalement. Nous le savons aussi, et ça c'est l'enjeu qu'on pourrait appeler macro, j'ai évoqué l'enjeu micro, c'est-à-dire vu du point de vue de chaque élève, de la destinée de chaque élève, du point de vue de la destinée de notre pays, c'est aussi notre capacité tout simplement à faire évoluer notre économie et notre société. Nous le savons bien, aujourd'hui de trop nombreux emplois ne sont pas pourvus, c'est autour de 300 000. Ce chiffre n'est pas acceptable. S'il y avait des formations plus insérantes pour nos élèves, eh bien, ces offres trouveraient preneur et cela serait bon et pour les élèves et pour l'économie et donc pour le pays et donc pour tout le monde. La vitalité de notre société dépend de notre capacité à créer les conditions du progrès. Cela passe par l'habileté manuelle, par l'intelligence concrète, par l'inventivité des métiers. Il y a donc un message derrière cela qui va encore plus loin, qui est l'intelligence collective d'un pays. L'intelligence collective
se joue au travers de notre capacité à former pour la société réelle, elle se joue aussi dans notre vision plurielle de l'intelligence collective. Et nous ne devons plus jamais opposer l'habileté manuelle à l'habileté intellectuelle. Nous savons très bien, et d'ailleurs c'est un sujet même des sciences cognitives, que ça va ensemble, et que d'ailleurs tout cela devra aller dans les temps à venir avec des évolutions à l'école primaire et au collège pour la revalorisation du travail manuel au quotidien, concret. Ça passe par bien des choses. Quand on fait la main à la pâte à l'école primaire, on est évidemment dans cette logique où la main et la tête sont évidemment reliées. Nous sommes aussi dans une période de transformation technologique fondamentale. Nous vivons des révolutions qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité et évidemment l'enseignement professionnel ne peut pas rester à part de cela. Même les métiers les plus traditionnels se renouvellent dans leur outillage. On le voit très bien quand on voit par exemple le simulateur de soudure que j'utilisais tout à l'heure, enfin que j'ai un petit peu utilisé, bien moins bien que l'élève qui s'y est formé. Eh bien, on voit bien qu'on a une illustration de cette transformation de l'industrie, j'y reviendrai, cette transformation des métiers, cette transformation des outils, et dans un sens d'ailleurs qui fait aussi évoluer l'image de l'enseignement professionnel. La transformation donc que je vous présente s'inscrit pleinement dans le projet d'émancipation porté par le Président et le Premier ministre, qui associe étroitement le rebond économique et le progrès social. L'un ne va pas sans l'autre. Pour cela, le lycée professionnel a de très nombreux atouts, car il donne à la fois une formation professionnelle, dispensée en partie au lycée, en partie en milieu professionnel, et des enseignements généraux. Et là aussi, nous allons vers le dépassement d'un clivage. Non seulement le dépassement du clivage enseignement professionnel-apprentissage, dont je reparlerai, non seulement le dépassement du clivage intelligence conceptuelle, intelligence manuelle, mais aussi le dépassement du clivage entre enseignement professionnel et enseignement général. J'y reviendrai d'un point de vue très concret à la lumière du rapport Calvez-Marcon, mais nous pouvons évidemment faire et l'un et l'autre en même temps. Et là, une fois de plus, vous voyez que en même temps a une portée extrêmement concrète dès qu'on commence à regarder des domaines particuliers. L'atout principal, c'est le professionnalisme des professeurs. Et je veux aujourd'hui les saluer. Ils sont autour de 50 000 en France aujourd'hui. Les professeurs de lycée professionnel sont l'objet de toute mon attention. D'abord, ils doivent être salués, ils doivent être félicités, parce qu'ils font un travail spécifique, remarquable. Ils savent prendre les élèves comme ils sont et les amener là où ils doivent aller. Et aujourd'hui, ce que nous devons aux professeurs de lycée professionnel, eh bien, c'est d'ouvrir une nouvelle perspective et de donner tout le prestige à leur carrière, à leur fonction, mais aussi à leur environnement de travail qui est indispensable. J'ai toujours été très admiratif de ce travail. Je vais souvent dans les lycées professionnels, je vais le faire encore plus dans les temps qui viennent, parce que c'est là que l'on comprend ce qui se joue, évidemment, les difficultés qu'il faut traverser, elles existent évidemment, et les défis qui sont posés. Premier élément concret à l'appui de cela, une des conséquences de la réforme que je vous présente aujourd'hui, c'est de permettre aux professeurs de lycée professionnel d'enseigner en BTS. Je reviendrai sur le développement des BTS dans les temps à venir. Vous savez que c'est une réalité de la rentrée prochaine, avec 1700 places de BTS qui ont été créées et 2000 places de BTS que nous créons supplémentaires, donc qui s'ajoutent aux 1700, et qui sont créées dans des classes passerelles. C'est en lien aussi avec les débats aujourd'hui sur l'accès à l'enseignement supérieur. Nous allons créer ce Bac+1 qui va ensuite vers le BTS, permettant de faire réussir les élèves de Bac Pro. Parce que, bien sûr, nous devons souhaiter, pour ceux qui le souhaitent, la poursuite d'études après le Bac Pro, pour une partie d'entre eux, et pour une autre partie, il est souhaitable aussi qu'ils aient une insertion professionnelle directe. Mais pour ceux qui font ce choix, eh bien, il est important de les faire réussir, pas simplement se payer de mots en les inscrivant quelque part, mais réellement les conduire à s'inscrire là où ils vont réussir, comme on le voit avec les élèves qui sont présents aujourd'hui. Certains sont déjà en BTS avec un Bac Pro précédemment, ils sont en train de réussir. D'autres sont en Bac Pro, veulent faire un BTS, ils réussiront certainement. Et quand il y a eh bien, une soudure, un trait d'union à faire entre le Bac Pro et le BTS, eh bien, il doit y avoir des classes passerelles. C'était une attente d'ailleurs de certaines organisations syndicales. Elle sera satisfaite par la réforme. Et c'est extrêmement concret puisque c'est une réalité de la rentrée prochaine. Le lycée professionnel a donc des atouts considérables. Il a aujourd'hui des limites que nous voulons dépasser. Il doit gagner en attractivité. Nous le savons bien, c'est tout l'enjeu à la fois du fond et de l'image des lycées professionnels. Et c'est mon engagement aussi, comme vous le voyez aujourd'hui, que de contribuer par toute une série de mesures concrètes à ce changement de l'attractivité du lycée professionnel pour que demain,
tous ceux qui se trouveront en lycée professionnel le soient par goût, par désir, par volonté. Une offre de formation mieux adaptée aux besoins des territoires et aux enjeux de l'avenir. C'est aussi tout l'enjeu de notre lien plus étroit avec les régions au travers de cette réforme, parce que nous voulons tout simplement être articulés au territoire, aux réalités concrètes. Et puis nous devons avoir des taux d'insertion à l'avenir bien meilleurs, puisqu'aujourd'hui 35% des jeunes sont au chômage 7 mois après la fin de leurs études. Nous voyons bien qu'il y a des situations très contrastées. Pour certains bac pro, eh bien, il y a plus d'offres que d'élèves qui peuvent correspondre à ces offres. Pour d'autres, au contraire, ils se retrouvent avec leur bac pro sans emploi correspondant à leur formation ou sans emploi du tout. C'est évidemment une situation déséquilibrée. Ça doit changer et c'est ce que, évidemment, nous allons faire. Pour relever les défis du XXIe siècle, le lycée professionnel peut faire levier avec les grands enjeux de notre époque. D'abord, les enjeux technologiques. Je vais insister dans ce que je vais vous présenter sur la transition numérique et sur la transition écologique. J'ai parlé tout à l'heure de plusieurs révolutions, parce qu'il y a plusieurs révolutions numériques en ce moment même, et toutes concernent très fortement l'enseignement professionnel. Prenons la révolution 3D, c'est une révolution en soi. On le voit avec les simulateurs, par exemple. La révolution Internet, évidemment, avec toutes ses conséquences pour l'enseignement en général, mais aussi d'autres révolutions numériques multiples qui ont un impact sur l'enseignement professionnel très important. Même la ludification de certaines activités a un impact sur l'enseignement professionnel. Faire du lycée professionnel le lieu de la transition numérique par excellence, voilà une ambition que nous devons avoir. Nous avons beaucoup d'élèves, garçons et filles, là aussi nous y reviendrons sur la question de l'équilibre garçon-fille en lycée professionnel, puisqu'un des enjeux que nous avons devant nous, au-delà du lycée professionnel, c'est qu'il y ait plus de filles qui se destinent aux études scientifiques et aux études numériques. Eh bien, s'agissant des études numériques, le lycée professionnel peut être un outil pour cet équilibre futur et pour ce volontarisme vis-à-vis des filles en matière d'enseignement numérique. Il y a des enjeux économiques. Nos économies sont en pleine mutation, elles reposent beaucoup sur la formation tout au long de la vie, et il est évident que les lycées professionnels doivent être les instances au plus près de ces mutations économiques, dans un dialogue permanent avec les milieux économiques. C'est une des conséquences de la réforme que je vous présente. Et puis des enjeux sociaux. Nous avons par exemple le vieillissement de la population, et donc cela nécessite un plus grand accompagnement des personnes âgées. C'est la silver economy, comme on dit parfois. Eh bien, qui d'ailleurs beaucoup été discutée au Parlement ces derniers temps, eh bien, comment nous faisons de ces questions de société des questions d'opportunités pour nos élèves des lycées professionnels, c'est un point très important. Je suis d'ailleurs souvent frappé de voir comment certains sujets nous sont souvent présentés comme des problèmes, ce qui peuvent être, au lieu de nous être présentés comme des opportunités. L'allongement de la durée de la vie est une magnifique nouvelle. Nous gagnons 3 mois chaque année. Ils seront plus nombreux. La plupart d'entre vous serez centenaires. Ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse, mais c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, et ça suppose évidemment de s'adapter technologiquement et en termes de métier. Et donc c'est la transformation de la structuration même de nos métiers, de notre vie, et dans un sens positif. Il y a donc quelque chose de positif si nous avons les formations adéquates. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur des atouts majeurs. J'ai parlé évidemment de l'expertise et de l'engagement des professeurs, on ne le soulignera jamais assez. L'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique est un sujet clé de l'enseignement professionnel. Elle le caractérise déjà. Le travail d'équipe, la pédagogie par projet, les usages numériques, autant d'éléments qui font un sens encore plus fort dans l'enseignement professionnel. Et puis ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intelligence collective, qui là en l'occurrence signifie le partenariat, travailler en osmose plus forte avec les régions, avec le monde professionnel. Nous allons donc conforter ces démarches. Nous allons donc redonner tout son prestige au lycée professionnel, et pour cela nous avons ouvert une large discussion. Il y a eu le temps de consultation. Je voudrais donc à nouveau remercier Céline Calvez et Régis Marcon, remercier aussi très fortement Michel Lunier, ici présent, qui a joué un rôle très important, grand expert de ces questions, mais aussi Christine Gavini et Véronique Blanc, qui par contre, Véronique Blanc est là, n'est-ce pas ? Et Christine Gavini est devenue rectrice de Limoges dans l'intervalle. Et les trois ont joué un rôle très important
dans cette période de consultation et de concertation. Et puis il y a eu un temps de concertation. J'ai ainsi pu recevoir les organisations syndicales au début, à la fin du processus. Elles ont été entendues par la cellule dont je parlais tout à l'heure, par mon cabinet. Et aujourd'hui, même si certainement des différences d'approche peuvent subsister, il est certain que nous avons une claire idée de ce qu'elles ont souhaité, et ce que nous voulons, c'est que cette réforme soit l'ouverture d'opportunités aussi au service des personnels. Mais de façon plus générale, de créer un cadre de vie au travers du lycée professionnel qui soit évidemment un cadre de vie de bonheur au travail pour nos professeurs. Le premier enjeu, c'est un enjeu de changement de masse critique, de modernisation, de visibilité et donc d'attractivité. Et donc pour mettre en synergie les savoirs professionnels et pour catalyser l'excellence, il est indispensable de mailler le territoire par la voie professionnelle grâce à des campus de nouvelle génération et grâce à la mise en réseau de lycées professionnels. C'est la première grande catégorie de mesures. Les mots-clés sont campus et réseau. Un campus, c'est un environnement motivant où on a envie d'être. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression Harvard du professionnel, parce que ça doit être des lieux qui font envie, des lieux concrets, pas des lieux virtuels, des lieux concrets, des lieux avec des espaces verts, des terrains de sport, des internats, des lieux où on a envie de vivre, et des lieux où on retrouvera une addition des savoir-faire avec des structures différentes, mais au cœur de ces structures, le lycée professionnel. Mais il peut y avoir aussi un CFA, il peut y avoir un incubateur d'entreprise, il peut y avoir une université ou une partie d'une université, ou un laboratoire, il peut y avoir des BTS qui se développent à la faveur de cette réforme, dépendant du lycée professionnel. Bref, un lieu où on met en synergie différents acteurs qui vont garder chacun leurs caractéristiques, mais vont travailler ensemble et vont faire envie à des élèves. Nous allons aussi, dans le cadre de la notion de campus, favoriser la mobilité nationale et internationale. D'ici 2022, avec nos partenaires, les régions et les branches, nous souhaitons donc faire émerger au moins 3 campus d'excellence par région, parfois en revisitant des campus existants, parfois en accompagnant les régions dans les projets qu'elles ont déjà, parfois en ayant des projets nouveaux. Pour cela, il va y avoir d'abord un travail avec la Caisse des dépôts et consignations, qui, comme vous le savez, est la Banque des territoires. Elle est la partenaire de l'éducation nationale, et donc elle apportera son appui technique et financier au campus de nouvelle génération. Et puis, il va y avoir un appel à projet de 50 millions d'euros du PIA que nous lancerons, et qui sera notamment au service du dynamisme pédagogique de ces nouveaux campus. Il y aura donc des campus dans toutes les régions de France, et j'insiste, de vrais campus. Et puis, tous les lycées professionnels, quels qu'ils soient, seront en réseau. Chaque lycée professionnel sera dans un réseau thématique, d'une part, et dans un réseau géographique, d'autre part. Un réseau thématique, c'est le fait de rassembler à l'échelle nationale tous les lycées étant dans un même domaine. Donc, exemple parmi d'autres, l'automobile. Il y a des lycées de l'automobile aujourd'hui en France. Eh bien, demain, nous devons les regrouper dans un réseau national relié à l'industrie automobile, relié à tous les professionnels de l'automobile, de façon à avoir un dialogue permanent, non seulement sur les compétences, non seulement sur les possibilités, par exemple, de formation continue pour les professeurs, mais aussi, par exemple, les propositions de stage pour les élèves. J'étais encore interrogé ce matin par des élèves qui ont des difficultés à trouver des stages. Eh bien, c'est une des réponses très concrètes que nous pouvons faire, c'est un lien renforcé avec les industries ou les entreprises concernées pour qu'elles s'engagent dans cette question des stages. On va retrouver là des sujets sur lesquels je reviendrai, proches de ceux de l'apprentissage, c'est-à-dire il doit y avoir un pas fait d'un monde par chacun, de chacun des mondes vers l'autre, et il n'y a pas sur ces sujets-là ni de coupables, ni de bons, ni de méchants, il y a juste la nécessité de regrouper davantage les acteurs, comme le font très bien d'autres pays, européens en particulier, et nous devons être à la hauteur de cet enjeu. C'est un enjeu constructif. Cela nous permettra, ces réseaux thématiques, d'avoir des échanges de bonnes pratiques pédagogiques et de tisser des partenariats au service des élèves. Il y aura aussi un encouragement de tout ce qui est émulation, donc les concours professionnels, les olympiades, le lien avec les meilleurs ouvriers de France, le concours général des métiers, nous en connaissons tous le rayonnement. Ce sont des vecteurs de prestige, de fierté. Regardez la fierté de ces élèves qui sont dans l'excellence professionnelle. Eh bien, cet état d'esprit, l'état d'esprit des compagnons de France, l'état d'esprit des compagnons du Tour de France, l'état d'esprit des meilleurs ouvriers de France, tout cet esprit de la fierté des savoir-faire professionnels qui suffit juste de puiser dans ce que nous avons de meilleur dans notre histoire et dans notre présent, eh bien, ça peut nourrir notre futur,
parce que je crois que c'est là aussi très adapté au XXIe siècle, avec des jeunes qui ont envie de mobilité, qui ont envie de circulation. C'est l'enjeu de la mobilité européenne et internationale. Et là aussi, vous savez que le président de la République a dans son projet européen l'idée que le Erasmus Pro se développe davantage. Cette circulation est évidemment essentielle. Et elle va de pair avec l'ouverture internationale. Les lycées pro ont vocation, encore plus que toutes les autres structures d'enseignement, à être articulés avec l'Europe et avec l'international, ce qui montrera bien que ce sont des formations ouvertes sur le monde tel qu'il est. Le second type de réseau, ce sont les réseaux géographiques, pour montrer la complémentarité de tous les lycées d'un même territoire. Trop souvent, nous voyons des élèves qui font des études professionnelles parce qu'ils vont dans le lycée le plus proche. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui doit changer. Les campus vont changer cela, puisqu'il y aura des internats, et lorsque nous présenterons le plan internat, ça englobera évidemment les campus, et ça permettra de développer ces possibilités. C'est un des outils. Mais l'autre outil, c'est d'offrir un plus grand éventail de possibilités dans un territoire donné, et ça nous renvoie à des enjeux d'orientation, en présentant dans un même réseau qui permet de mettre en esprit de coopération et non pas en esprit de concurrence les lycées d'un même territoire, pour montrer l'éventail de possibilités, les chances d'insertion que l'on a en faisant telle et telle formation, et c'est évidemment un point essentiel. Le second enjeu, c'est la modernisation des formations pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. La voie professionnelle peut être la voie la plus tournée vers l'avenir si elle adapte le contenu de ces formations aux bouleversements technologiques et économiques, et si elle relève les défis de la révolution numérique et de la révolution environnementale, mais aussi ceux de l'entrepreneuriat. Le besoin d'entreprendre est très fort chez nos élèves. Je l'ai encore vu à l'instant en parlant avec certains d'entre eux. Certains veulent créer des entreprises. On doit comprendre qu'en passant par le lycée professionnel, on est dans une voie privilégiée de l'entrepreneuriat. Et donc cela se traduit par des compétences d'avenir. Dès l'été 2018, le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires vont ensemble revoir les diplômes dans le cadre des commissions professionnelles consultatives, et ils procéderont aux rénovations nécessaires pour répondre aux défis contemporains. Trop souvent, on nous dit que certains diplômes deviennent obsolètes, on nous dit que nous sommes trop longs pour les réviser. Eh bien, c'est cette accélération et cette adaptation qui va être réalisée. En partenariat avec les régions, nous devons également développer l'offre de formation correspondant aux métiers qui insertent aujourd'hui, et plus encore demain. Service à la personne, métier de la mer, électromobilité. C'est là aussi un point très important. J'ai parlé tout à l'heure des réseaux thématiques. C'est l'occasion de montrer la force de certains thèmes. Je prendrai un seul exemple, la mer. La mer est là aussi un élément d'avenir fondamental pour l'humanité. C'est un enjeu de développement durable, c'est un enjeu de métier. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon en fin de semaine pour regarder où ils en sont justement sur ces questions-là. Saint-Pierre-et-Miquelon a des atouts considérables, ce sont des atouts considérables pour la France, pour créer de l'attractivité et créer des métiers. Évidemment, leur capacité à faire des formations autour de la mer est très importante. Mais j'ai déjà visité plusieurs lycées professionnels qui, par des métiers différents, sont concernés par la mer. Par exemple, en Charente-Maritime, sur la construction nautique ou sur l'ostréiculture. Eh bien, si nous fédérons autour de ces thématiques, nous aurons évidemment une offre de formation qui évoluera et permettra aussi de colorer des parcours d'élèves dans un sens qui fait envie. Se dire après la troisième, je fais une formation qui se situe dans le domaine général de la mer, c'est quelque chose qui fait envie, qui crée du désir, qui crée du rêve, qui crée de la projection dans le futur, qui ouvre des perspectives. Nous devons aussi transformer et réorienter les filières qui insèrent le moins. C'est un sujet sur lequel il faut être clair et précis. Nous avons à l'intérieur de l'enseignement professionnel des réalités très différentes. Déjà, si on fait la distinction entre l'industriel et le tertiaire, et à l'intérieur du tertiaire, le tertiaire administratif. Nous savons aujourd'hui que des filières insèrent moins, et les deux critères que nous devons avoir pour analyser chaque filière, c'est le critère de l'attractivité et le critère de l'insertion. Quand une filière est attractive et insérante, on va évidemment créer davantage de choses. Quand elle est attractive et non insérante, on doit s'interroger et voir comment nous pouvons la rendre plus insérante. Lorsqu'elle est non attractive et insérante, nous devons faire un travail de publicité vis-à-vis des élèves pour faire comprendre tout ce qui est permis. Et nous avons de nombreux exemples, par exemple dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, il y a beaucoup d'opportunités, mais les élèves ne le savent pas assez. Et puis quand c'est non attractif et non insérant, là, il faut arrêter.
parce que ça n'a pas de sens et on ne travaille pas dans l'intérêt des élèves quand on fait cela. Alors, évidemment, les choses sont toujours plus subtiles que cela, mais progressivement, nous devons avoir cette grille d'analyse pour faire évoluer notre offre de formation. Ainsi renforcée, la voie professionnelle permettra d'attirer tous les talents, séduits par l'approche concrète et par l'approche d'innovation qu'il y aura derrière le lycée professionnel. On ira au lycée professionnel par goût, on ira au lycée professionnel parce que c'est une manière différente d'apprendre après la troisième, et notamment par projet, et pour aller du concret vers l'abstrait, qui sont déjà des grandes caractéristiques du lycée professionnel. C'est donc cela le deuxième grand enjeu, celui de la modernisation de nos formations, et c'est ce qui est engagé par cette réforme. Et puis le troisième enjeu consiste à mieux personnaliser les parcours des élèves pour mieux les porter vers la réussite. J'ai commencé à y faire allusion, mais c'est notre souplesse, notre flexibilité qui est en jeu ici. D'abord avec la réforme du CAP. Là aussi, dans la lignée du rapport Calves-Marcon, nous allons avoir un CAP en 1, 2 ou 3 ans. C'est emblématique de notre réforme, parce que les besoins des élèves sont différents et nous devons nous adapter à chaque élève. Si je regarde ceux que je viens de croiser ce matin, vous aviez par exemple 2 jeunes femmes qui avaient fait des études supérieures, jusqu'à la licence ou même le master, et qui décident ensuite de faire un CAP de chapellerie. Eh bien, c'est merveilleux. Et elles n'ont peut-être pas besoin de le faire en 2 ans. Elles peuvent le faire en 1 an si elles ont déjà acquis des compétences précédemment. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Il y a un pâtissier qui fait célèbre aujourd'hui, qui a une entreprise prospère, qui a fait une grande école de commerce et ensuite a fait son CAP pâtisserie. C'est un phénomène de société qui va aller dans le sens du prestige renforcé de l'enseignement professionnel et aussi de la souplesse du CAP. Et puis vous avez des élèves qui ont besoin de consolider leur savoir-faire, leur savoir-être, qui arrivent en CAP aussi avec cette nécessité qu'on concentre plus d'énergie sur eux. Et donc ça peut se faire sur 2 ans ou sur 3 ans. Cette souplesse va être dans le sens d'un pragmatisme vis-à-vis des élèves. Le CAP diplôme national est donc conforté dans sa vocation d'acquisition d'une qualification d'un métier bien identifié. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin et dans le dialogue avec les élèves. On voit bien même dans leurs yeux quand on parle du CAP, le CAP c'est prestigieux. Le CAP en réalité ça renvoie à quelque chose de concret, de précis. Et nous allons renforcer cela par la souplesse dont je viens de parler. Ceux qui auront acquis des compétences pourront donc compléter leur formation en 1 an ou 2, et d'autres pourront le faire en 2 ans ou 3 ans comme aujourd'hui, 2 ans comme aujourd'hui ou 3 ans dans la nouvelle configuration. Pour offrir aux élèves des parcours les plus adaptés à la diversité de leurs besoins et de leurs aspirations, nous allons aussi dépasser le clivage entre l'apprentissage et la voie scolaire. C'est un point extrêmement important. Nous savons qu'il y a des élèves qui peuvent et veulent travailler pour plus de la moitié de leur temps en formation en entreprise. Quand c'est 2/3 de leur temps, c'est l'apprentissage. Il y a des élèves qui ont besoin d'être accompagnés dans leur formation et souhaitent bénéficier de l'encadrement du lycée professionnel. Eh bien, c'est la voie scolaire. Et il y a aussi des élèves qui, à un moment de leur parcours, souhaitent changer les modalités de formation et nous devons leur offrir cette possibilité et sécuriser leur parcours avec donc des passerelles. Dans tous les lycées professionnels, nous allons donc créer des complémentarités entre apprentissage et voie scolaire. Vous voyez bien la cohérence avec la réforme menée par Muriel Pénicaud en pleine collaboration avec Frédéric Vidal et moi-même sur l'apprentissage, avec la loi qui vient devant le Parlement ces prochains jours. Cette cohérence, c'est justement celle d'une modernisation de l'apprentissage, d'une modernisation de l'enseignement professionnel et d'un lien entre les deux. J'ai toujours considéré que c'était une force d'avoir et l'apprentissage et l'enseignement professionnel. Donc ce ne sera jamais l'un contre l'autre, c'est au contraire l'un avec l'autre. Et c'est une faiblesse quand nous les désarticulons, c'est une force quand nous les articulons. Il peut y avoir une voie française très originale si nous faisons bien les choses, et cette voie française, c'est justement celle des parcours personnalisés grâce au passage de l'un à l'autre. Ce sera notamment la création d'une UFA par lycée professionnel, chaque fois que, évidemment, il n'y a pas déjà soit un CFA, soit un lien très fort avec un CFA, mais en tout cas, la systématicité de la réalité de l'apprentissage dans chaque lycée professionnel. Vous le savez, c'était un engagement du président de la République, il se concrétise, et ce sera au bénéfice des lycées professionnels qui peuvent désormais se placer à la pointe de la réforme de l'apprentissage qui a lieu ces temps-ci. Cela permettra d'aider les élèves à découvrir et à choisir leur métier, et nous allons organiser pour cela ce lien entre l'enseignement professionnel et l'apprentissage, le faire en lien avec les régions et avec les branches professionnelles. Quand j'ai parlé de réseaux thématiques nationaux, quand j'ai parlé de réseaux géographiques territoriaux, c'est une façon de rassembler toutes ces catégories d'acteurs
et de les faire travailler ensemble. Je sais, pour discuter avec les uns et les autres, que c'est tout à fait à la portée de nos mains. Et puis, nous devons, et c'est un troisième élément qui va dans ce sens de la personnalisation des parcours, là aussi dans la lignée du rapport Calves-Marcon, nous devons aider les élèves à découvrir puis à choisir leur métier. Pour cela, nous devons faire la distinction entre les élèves qui choisissent, qui savent déjà en arrivant en seconde ce qu'ils veulent faire, et donc il faut maintenir capacité à se spécialiser tout de suite. Mais pour une bonne partie d'entre eux qui ne savent pas très précisément le métier qu'ils veulent faire, eh bien, ce que nous devons souhaiter, c'est qu'ils aient une vision plus large de la famille de métiers qui les intéresse. Et donc nous organiserons en grande partie les secondes professionnelles par famille de métiers. Une famille de métiers rassemble plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel, regroupées sur la base de compétences professionnelles communes. Cela permet aux élèves d'acquérir un premier socle professionnel, tout en découvrant les enjeux et les métiers d'un secteur d'activité. Une quinzaine de familles pourra être proposée. Certaines spécialités seront hors famille parce qu'elles correspondent à des compétences spécifiques. Là aussi, nous serons d'un grand pragmatisme. Nous regarderons les réalités de terrain. Moi, j'interroge beaucoup les professeurs, les parents quand je suis sur le terrain. J'ai souvent entendu dire cela, ce que aussi Céline Calves et Régis Marcon ont entendu quand ils ont travaillé à leur rapport. Eh bien, nous allons façonner la nouvelle carte en fonction de ces réalités de terrain. Cela permet aux élèves d'acquérir un premier socle professionnel tout en découvrant les enjeux et les métiers d'un secteur d'activité. Ainsi, la classe de seconde restera bien une seconde professionnelle, mais elle deviendra plus explicite, plus lisible pour les élèves et leurs familles. En première, ils seront donc en situation d'approfondir leur spécialité. Et en terminale, nous pourrons faire une distinction, là aussi c'était une proposition du rapport, entre ceux qui veulent s'insérer directement l'année suivante, avec un module donc d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat, et puis ceux qui veulent faire une poursuite d'études, avec pour cela un module spécifique qui leur permettra d'aller vers cette spécialisation future. Pour favoriser une scolarisation réussie des lycéens professionnels en BTS, 2000 places, je vous le disais tout à l'heure, sont créées en classe passerelle, nous les créons donc en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la rentrée 2018. Et donc, comme je vous le disais, elles s'ajoutent aux 1700 places supplémentaires déjà annoncées. C'est donc la concrétisation de ce que nous avions dit, c'est-à-dire un volontarisme au service des lycéens professionnels pour qu'ils aillent avec réussite en BTS. Dans le prolongement d'innovation et de pédagogie spécifique du lycée professionnel, nous allons créer plus de complémentarité entre enseignement professionnel et enseignement généraux. C'est une quatrième dimension de cette personnalisation des parcours, et c'était aussi une proposition du rapport. Il y a un exemple cher à Régis Marcon, pour rendre plus concret l'apprentissage du français. Le professeur de cuisine et le professeur de français peuvent intervenir ensemble pour aider les élèves à écrire un menu. Eh bien, nous allons faciliter dans le futur la co-intervention dans notre conception même des horaires élèves et professeurs, avec en outre pour les lycées et les équipes qui le souhaitent, la possibilité de s'engager dans des expérimentations où les enseignements professionnels et les enseignements généraux seront pleinement intégrés. C'est le dépassement du clivage dont je parlais tout à l'heure. De la même manière que nous l'avons fait pour le bac général et technologique, le parcours sera donc plus progressif et l'accompagnement des élèves sera renforcé. De quelle façon ? D'abord, il y aura un test de positionnement en début de seconde. Cela permettra, dès septembre prochain, de voir quels sont les acquis et les besoins de chaque élève. C'est particulièrement vrai en français et en mathématiques. Ce sont ensuite des heures d'accompagnement et d'orientation qui permettent aux élèves de consolider leur base en français et en mathématiques. Et enfin, c'est la préparation d'un oral en bac professionnel, où les élèves auront la possibilité de présenter ce que nous appellerons leur chef-d'œuvre, leur sommet professionnel, qui leur permettra de montrer l'excellence de leur savoir-faire. Ce sera vrai aussi bien pour les domaines industriels que pour le domaine des services. Ce que nous voulons là aussi, c'est à la fois cultiver la fierté, cultiver la capacité de présentation, cultiver aussi le travail d'équipe. Et vous avez là le pendant de grand oral que nous avons installé pour le baccalauréat général et technologique. Nous voulons aussi quelque chose de cet ordre pour le baccalauréat professionnel. La notion de chef-d'œuvre est familière à tous ceux, par exemple, familiers des compagnons du Tour de France. Elle est valorisante, elle est cristallisante et elle est pertinente pédagogiquement. Donc c'est ce qui va se réaliser au travers de cette réforme.
Vous le voyez, l'objectif de cette transformation est clair, c'est renforcer le prestige, la capacité d'attraction du lycée professionnel et donc l'insertion des jeunes. Cela passe par la valorisation du lycée professionnel, parce que c'est au lycée professionnel qu'on acquiert une éthique professionnelle, la ponctualité, l'assiduité, la responsabilité, une fierté professionnelle, le port d'une tenue professionnelle, la maîtrise du geste, la reconnaissance des pairs, l'excellence professionnelle, la valorisation des cérémonies de remise de diplômes, les distributions de prix, les olympiades, les mentorats, les parrainages, la logique d'alumni. Nous devons avoir une fierté d'appartenance à un lycée professionnel une fois qu'on l'a quitté. Et nous devons appliquer des raisonnements qui valent parfois pour l'enseignement supérieur au lycée professionnel. On devra se dire ancien élève d'un lycée professionnel, aider les élèves qui s'y trouvent et créer ce chaînage qui fait partie aussi de la grande tradition à renforcer de l'enseignement professionnel. Cela passe aussi par une meilleure information des familles et une politique d'orientation qui n'impose plus des quotas d'élèves à orienter vers tel ou tel domaine. Nous devons partir de l'élève plutôt que partir du système. Nous avons forcé trop d'orientation dans le passé. Nous allons donc donner au lycée professionnel l'attractivité et le prestige qu'il mérite et lui permettre d'agir en catalyseur de promotion, de transmission de compétences pour répondre aux défis de l'économie et de la société. Les chefs d'établissement, les professeurs, l'ensemble des partenaires, nous construirons ensemble un lycée professionnel en pointe pour la formation aux métiers d'avenir. Pour conclure, je dirais, comme je commençais à vous le dire en introduction, qu'il y a donc 3 temps de cette réforme. Il y a eu un temps de consultation, c'est le temps du rapport Calves-Marcon. Et de nouveau, merci à eux, merci à tous ceux qui ont contribué à ce rapport, parce que c'est sur la base de ce rapport que nous pouvons progresser aujourd'hui. Il y a eu un deuxième temps qui a été le temps de concertation. Et maintenant s'ouvre ce que j'appellerais le temps de la concrétisation. Nous entrons au mois de juin 2018. J'estime que ce temps va de juin 2018 à septembre 2019. Il y aura bien sûr de premières évolutions dès septembre 2018, je les ai mentionnées, notamment les créations de places en BTS et le test de positionnement en seconde. Mais les vrais changements, comme pour la réforme du baccalauréat, seront pour septembre 2019, et puis ensuite on continue au long des années. Et ceci va se passer grâce au dialogue avec les régions, avec les organisations syndicales, avec les partenaires professionnels. Je vais donc ouvrir des chantiers avec eux pour rentrer maintenant dans le détail de chacune des conséquences des points que j'ai mentionnés aujourd'hui. Les grands principes sont désormais fixés, les politiques précises sont fixées aussi en fonction des 3 axes que je vous ai dit. Maintenant, avec les personnels en particulier, nous allons travailler pour que cela devienne une réalité concrète et bénéficie à nos élèves le plus tôt possible au cours des prochaines années. Merci beaucoup.